soir, nous accueillons de nouveau Jean-Robert Pitt, et je voudrais le remercier une fois encore de sacrifier au culte de l'amitié et d'avoir répondu très favorablement et très spontanément à notre invitation. Jean-Robert Pitt était venu il y a 2 saisons, si j'ose dire, et il était venu pour évoquer tout ce qui tournait autour de la reconnaissance de l'UNESCO et au titre du patrimoine de l'UNESCO de l'art de vivre à la française. Oui, voilà. Il nous avait expliqué les arcanes de la procédure, évoqué les cités de la gastronomie qui étaient en cours de constitution, et il a depuis commis un ouvrage qui est là, et cela m'a donné le prétexte de profiter de l'une de nos rencontres pour lui dire: mais tu devrais venir évoquer le sujet pour nos étudiants. Et il a accepté spontanément de souscrire à la proposition, preuve que d'une part il est fidèle à l'amitié, mais qu'il est aussi fidèle à sa vocation première, celui de professeur d'université, qui l'amène en toutes occasions à se plaire, à se retrouver en face d'étudiantes et d'étudiants. C'est un moment extrêmement chaleureux, et je peux en parler moi-même, puisque c'est... Surtout quand il n'y a pas de copie à corriger, hein. Surtout quand il n'y a pas de copie à corriger. Et voilà, et surtout c'est le seul moment, celui où on se retrouve dans cette posture d'enseignement ou de conférence, où l'on peut entretenir fugitivement l'illusion que l'on a encore l'âge des unes et des autres, de ceux qui vous écoutent. Et donc tout de suite, je passe la parole à Nathalie pour présenter la conférence. Merci. Donc je ferai une très brève introduction. Donc, professeur Jean-Robert Pitt est bourguignon de cœur, mais pas de naissance, si j'ai bien lu. Mais il vient nous présenter aujourd'hui donc son dictionnaire amoureux de la Bourgogne, qui est paru chez Plon en mai 2015. De A pour Alésia à Y pour Yonne, il va nous proposer un inventaire personnel de sa Bourgogne. Je fais un petit peu de statistiques. Donc sur les 150 traits de l'ouvrage, 39% parlent d'un lieu ou d'un patrimoine, 26% d'une personnalité, 16% d'un vin ou d'une appellation, 10% d'un aliment, 2% d'un objet, et 7% sont des variables qui n'entrent pas dans les catégories précédentes. C'est donc la preuve que la Bourgogne bénéficie d'une forte culture historique qui imbrique mémoire, patrimoine, gastronomie, vin, terroir, paysage, hommes et art. Certains territoires pourraient se sentir encombrés par ce riche héritage imbriqué. La Bourgogne, a priori, non. Elle a très tôt compris qu'elle devait s'inscrire dans une double démarche de valorisation, qu'elle soit symbolique, économique et maintenant digitale, et de différenciation dans la compétition mondialisée des territoires. Le classement des climats de Bourgogne au patrimoine immatériel de l'UNESCO en juin 2015. Patrimoine culturel de l'UNESCO en juin 2015 en est une manifestation. Mais j'en ai assez dit et je vais laisser la parole à notre intervenant qui se dit fier d'être bourguignon et affiche sur 690 pages son addiction à la Bourgogne. Merci beaucoup. Donc c'est bien difficile de résumer devant vous un travail de ce genre. Vous connaissez, j'imagine, cette collection qui a maintenant une centaine de volumes, qui a été créée par un éditeur qui s'appelle Jean-Claude Simoin et qui a eu cette idée vraiment originale de demander à des auteurs, le plus souvent des auteurs très connus, en particulier pour les premiers volumes, parce qu'il fallait lancer la collection, je ne me place pas dans cette catégorie, d'écrire sur un sujet, donc une ville, un pays, un auteur, un thème, le cinéma, le piano, etc., en donnant carte blanche, c'est-à-dire en disant, voilà, vous écrivez ce que vous voulez, il faut que ce soit bien de votre cœur, c'est vraiment votre vision du sujet, il faut que ça fasse 1 million de signes, et 1 million de signes c'est quand même beaucoup de temps d'écriture,
c'est un livre sans érudition, c'est-à-dire qu'il doit bien sûr être rigoureux sur le plan scientifique, mais où il n'y a pas de notes en bas de page, ce n'est pas un ouvrage destiné à un public érudit. Il y a suffisamment sur tous les sujets qui sont traités dans un dictionnaire. On peut mettre une bibliographie, moi je ne l'ai même pas fait, parce que bon, les ouvrages concernant la Bourgogne sont bien connus. Et puis aujourd'hui, il suffit de taper sur Internet un nom, par exemple, vous voulez savoir des choses sur Buffon, Vauban ou Saint-Bernard, qui sont des grands personnages de l'histoire de Bourgogne, et vous tombez immédiatement sur non seulement la documentation, mais des références bibliographiques. Donc si vous voulez aller plus loin, vous savez où trouver les ouvrages. Vous tapez sur Amazon un nom, par exemple Saint-Bernard, vous allez avoir les 25 livres encore disponibles sur Saint-Bernard, donc vous pouvez très très facilement vous documenter. Donc là, le but est un peu d'abord de faire plaisir à l'auteur. Ça, c'est une chose, c'est presque pas tout à fait la première fois. J'ai eu l'occasion d'écrire quelques livres uniquement pour le plaisir, mais dans notre métier d'universitaire, on écrit beaucoup d'ouvrages dans un premier temps de sa carrière qui sont des exercices imposés, ça s'appelle thèse. Moi, j'appartiens à la génération où la thèse d'État en sciences humaines, moi je suis géographe, prenait environ 10 ans. Moi je l'ai faite en 10 ans, certains collègues ont mis 15 ans, 20 ans, certains 25 ans, certains ont pris leur retraite sans jamais l'avoir terminée. Et c'est peut-être un exercice qui pouvait bloquer beaucoup de choses dans une vie. Alors soit on la finissait vite, à ce moment-là on était libre, parce que la thèse d'État, aujourd'hui ça s'appelle l'habilitation à diriger des recherches, mais c'est un dossier plus complexe où on met un peu tout ce qu'on a fait dans sa vie, y compris son curriculum vitae approfondi. Mais la thèse d'État était une sorte de chef-d'œuvre comparé avec les métiers manuels, hein, pour devenir maître dans les corporations. Aujourd'hui, chez les Compagnons du Tour de France, ils réalisent un chef-d'œuvre qui est un objet particulièrement réussi dans lequel ils mettent tout leur savoir-faire et tout leur cœur. Et la thèse d'État, c'était ça. Pour ceux qui la finissaient, moi j'ai fait une thèse d'État sur un sujet que je n'avais pas choisi, que mon maître m'a imposé. Bon, on l'a choisi quand même, parce qu'il faut signer et déposer son sujet, mais mon maître Xavier de Planol tenait absolument, je voulais travailler sur la vigne et le vin, parce que c'est le sujet qui m'intéressait. Vous avez remarqué qu'il y a 17%, c'est ça, d'entrée sur la vigne et le vin ? 16% et 10% sur la gastronomie. Je voulais être cuisinier, vous voyez, donc je me suis vengé comme j'ai pu. Donc ça fait un quart de l'ouvrage consacré à ce qui se boit et à ce qui se mange en Bourgogne, qui est particulièrement délectable, je vais y revenir dans un instant. Mais donc j'ai travaillé 10 ans sur le châtaignier en Europe, l'histoire et la géographie du châtaignier en Europe, qui est un sujet qui ne me disait strictement rien au départ. Mais il est vrai qu'on ne savait pas grand-chose. On ne savait pas exactement où étaient les châtaigniers, les châtaigneraies, ni pourquoi on a planté des châtaigniers. Pour produire des châtaignes et des marrons, mais pourquoi, quand, on ne le savait pas très bien. Donc j'ai travaillé dans les archives, j'ai bourlingué en Italie, en Espagne, au Portugal, en Corse, dans les Cévennes, en Limousin, en Ardèche, partout en Europe, pour traquer ce sujet improbable qui est le châtaignier. Donc j'en ai fait une thèse. Alors après, pour vous finir de résumer ma carrière, j'avais commencé à faire une maîtrise quand même sur les vins du Bugey, donc, qui est juste en face de la Bourgogne. Donc déjà, je m'intéressais de très près au vin. Je vais y revenir. Et après, donc, quand on est professeur à l'université, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, on enseigne sur les sujets de son choix, en gros, même s'il y a des programmes, des règles, etc. Puis quand on commence, les collègues se débarrassent des cours qu'ils ne veulent pas faire sur le jeu de bisu. Mais après, on enseigne réellement sur ce que l'on veut, ce qui fait qu'on peut prendre du plaisir, parce qu'on choisit ses sujets. Et surtout, on travaille, on fait de la recherche sur les sujets de son choix. Et on essaye de trouver des disciples, des étudiants, qui acceptent de travailler sous votre direction et qui accomplissent des mémoires de master, aujourd'hui, des maîtrises dans le temps, ou des thèses sur des sujets qui correspondent au thème qui intéresse le professeur. Donc ça, je fais ça jusqu'à ma retraite, tout en faisant quelques autres métiers à côté, administratifs, ce que je ne regrette pas du tout. Et finalement, bon, j'ai pris officiellement ma retraite il y a maintenant 1 an et demi, et c'est le moment où j'étais en train d'écrire ça, parce que quand Jean-Claude Simoin, qui m'avait entendu en conférence parler de la Bourgogne, est venu me voir. D'ailleurs, en fait, il m'a invité à déjeuner et on a dégusté pas mal de bons vins de Bourgogne au cours de ce déjeuner. Il fallait qu'il arrive à me convaincre. Et il m'a dit, voilà, j'ai des propositions d'un certain nombre d'auteurs, de gens qui connaissent bien la Bourgogne, qui sont des Bourguignons, le plus souvent des écrivains ou des intellectuels. Mais c'est à vous que j'ai envie de demander ce dictionnaire.
Donc, ce qui était un peu une surprise. Souvent, on a un projet de livre, on va voir un éditeur et on dit à l'éditeur, voilà, je voudrais écrire ce livre, ça vous intéresse ou pas? Là, c'est le contraire, c'est un livre de commande. Donc, j'ai réfléchi un tout petit peu et j'ai accepté, parce que je me suis dit, après tout, c'est pour eux que je lui dois beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses au cours de ma vie, même si je n'en suis pas originaire. Je n'ai pas l'ancêtre bourguignon. Mais l'exercice doit être amusant, intéressant, et c'est vrai que même si c'est lourd d'écrire 1 million de cycles, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce dictionnaire, dans le but à la fois de faire plaisir, mais aussi de faire aimer cette région à ceux qui font le plaisir de lire ce livre ou de le parcourir, parce qu'un dictionnaire de ce genre, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, lire un article, le refermer, on peut le lire de A à Z, j'ai des amis qui l'ont lu de A à Z, c'est pas fait forcément pour ça, donc on peut se promener comme on veut dans un livre, dans tout dictionnaire. D'ailleurs, quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de livres chez mes parents, et le dictionnaire m'a beaucoup fait rêver. Le dictionnaire Larousse avec les illustrations, les pages en couleur qui étaient formidables, ça faisait rêver. Un dictionnaire, c'est ça aussi. D'ailleurs, il y a un dictionnaire amoureux des dictionnaires d'Alain Marais, qui est un très très bel ouvrage. Bien, donc j'ai cette commande ça remonte maintenant il y a un peu plus de 3 ans, et j'ai commencé à travailler en traitant évidemment, comme on fait toujours, les sujets que je connaissais le mieux, qui m'étaient familiers. Et donc j'ai effectivement, dans un premier temps, écrit beaucoup sur les vignobles et sur la gastronomie bourguignonne. Puis après, je me suis attaqué à des sujets que je connaissais beaucoup moins bien, soit des personnages historiques que je connaissais mal. J'ai cité Saint-Bernard. Même si j'ai fait des études d'histoire, j'avais jamais eu de cours sur Saint-Bernard, et c'est un personnage que je connaissais mal, et en plus sur lequel j'avais une petite réticence. C'est un personnage flamboyant, tonitruant, qui a soulevé les foules, mais très dur en même temps, à la fois avec lui-même et avec les autres. Donc j'ai lu beaucoup sur Saint-Bernard pour écrire, je ne sais pas, 7 pages ou 10 pages qu'il y a dans ce dictionnaire, et puis j'ai trouvé le personnage beaucoup plus attachant en réalité, comme toujours, quand on se fait plein d'idées sur les gens, puis à partir du moment où on se plonge dans leur biographie, on se dit, bah tiens, c'est pas si intéressant que ça. Pareil pour un personnage comme Buffon, qui ne me faisait pas fantasmer, je trouvais passionnant. Un personnage comme Vauban, dont j'avais vaguement entendu parler quand j'étais étudiant, est un personnage prodigieux, un des plus grands personnages de l'histoire de France, qui a vécu, comme vous le savez, au temps de Louis XIV, qui a construit des bâtiments extraordinaires, mais surtout qui avait des idées sur la réforme de la France, en particulier de la fiscalité, qui sont extraordinaires et qui malheureusement n'ont pas été appliquées. Il a écrit un livre qui s'appelle La Dîme royale, et si on avait appliqué un tout début de réforme de la fiscalité sous Louis XIV correspondant aux idées de Vauban, la Révolution aurait été évitée. On aurait réformé le pays normalement, comme les Anglais l'ont fait, tout en conservant leur système politique, ou dans bien d'autres pays dans le monde, tandis qu'en France, souvent, on refuse la réforme. Je ne vais pas parler d'actualité, rassurez-vous. On refuse la réforme et on va jusqu'à l'endroit où ça casse. À ce moment-là, tout le monde descend dans la rue, on rebat les cartes et on repart à zéro. C'est le modèle français. Voilà, donc, alors comme je suis géographe, j'ai voulu évidemment mettre un certain nombre d'articles de la tradition géographique. Donc il y a des régions comme le Morvan, il y a des rivières comme l'Yonne, comme la Seine, comme la Saône, qui sont les grandes rivières bourguignonnes. Il y a des villes. La plupart des grandes villes sont traitées, toutes les petites villes ne sont pas traitées, et donc je reçois de temps en temps, comme hier, des petites lettres de reproche à votre livre est formidable, etc. Mais néanmoins, vous n'avez pas traité ma ville, donc je vous le signale, je n'ai pas traité ce mur en Haut-Soie. Donc si vous aimez ce mur en Haut-Soie, je suis désolé, mais je mettrai dans une réédition un petit article sur ce mur qui est en plus une ville absolument magnifique. Petite ville, mais superbe. J'ai traité donc des grands événements historiques, j'ai traité des grands monuments, Vézelay, tous les monuments de Dijon extraordinaires, comme le Puy de Moïse, que peu de gens vont visiter, qui est un monument de la fin du gothique tout à fait extraordinaire. Donc il y a l'essentiel, il y a Cluny et Cîteaux, il y a bien sûr Alésia et Bibracte et Autun. Donc voilà. Alors ce que je voudrais faire peut-être, parce qu'on fait des études de tourisme, mais lorsqu'on essaye d'encadrer les touristes pour qu'ils apprécient mieux les lieux qu'ils visitent, je crois qu'il faut nourrir leur visite de culture. Un touriste qu'on promène de haut lieu en haut lieu, de monument en monument, de grand tableau en grand tableau, de belle église en belle église, mais sans vraiment
lui donner les clés pour comprendre tout ça, il accumule des quantités d'images, il prend des photos, ça c'est la mode maintenant, les gens passent plus de temps à prendre des photos qu'à regarder ce qu'on veut leur montrer. C'est ce qui est quand même inimaginable, et y compris d'ailleurs des intellectuels. Cette passion de la photo, avant on prenait des photos pour les personnages, on se prenait en photo, on prenait les enfants, on se prenait sur la plage, etc. Aujourd'hui c'est, on prend tout, on prend des milliers et des milliers de photos, je ne sais pas ce que les gens en font en vrai, parce que ça en fait beaucoup à la fin, et puis on n'essaye pas de... on ne se livre pas à la flânerie, pas assez je trouve, à la flânerie et à la contemplation. Or flânerie et contemplation sont deux activités qui me paraissent majeures dans le fait de pratiquer le tourisme, de se livrer à un déplacement touristique pour le plaisir, et je trouve qu'on en profite vraiment bien si on a un minimum de culture. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que ce livre a été fait aussi, pour ceux qui veulent aller se promener en Bourgogne, comprendre un peu mieux la Bourgogne, profiter de ses richesses et essayer de la voir de l'intérieur, ben, il faut un minimum de culture. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que étant géographe, après l'avoir écrit, je me suis dit, c'est la deuxième fois où on me demande de parler de ce livre, alors que souvent j'ai parlé beaucoup de tel ou tel sujet, de la vigne en Bourgogne, ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois d'en parler, des centaines même, avec des étudiants, les promener dans les vignobles, faire rencontrer des vignerons, donc ça c'est une chose que je sais faire. Mais aujourd'hui, vous dire ce qu'est la Bourgogne finalement, quelle est son originalité, c'est pas un exercice si simple que ça. Et on ne peut le faire qu'après avoir à peu près traité tous les sujets, et de se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce que c'est que la Bourgogne? Administrativement, ça n'existe plus, puisque aujourd'hui, on a fait une fusion de régions dont je dois dire, c'est un sujet un peu délicat, et je ne veux pas faire trop de politique, mais qui n'a pas beaucoup de sens, hein, puisqu'il y a des régions qu'on a laissées telles quelles, qui elles-mêmes n'avaient pas beaucoup de caractère originaux, comme le centre, par exemple. Il y a toujours une région centre, donc les gens ne se centrent pas. Quand on leur demande d'où êtes-vous, ils disent je suis d'Orléans, je suis de Tours, je suis du Val-de-Loire, ils ne disent pas je suis du centre. Ça ne veut rien dire. La Bretagne, on l'a laissé telle quelle. D'une certaine manière, heureusement, parce qu'on aurait réuni Bretagne et Normandie, je peux vous assurer qu'il y aurait eu du grabuge. On aurait réuni Corse et Provence, je peux vous assurer qu'il y aurait eu du grabuge. Donc on n'a pas osé toucher à la Corse, évidemment. Mais alors là, il y a des régions qu'on a regroupées qui donnent un ensemble quand même très hétérogène. Entre Clermont-Ferrand et la frontière italienne, le Haut des Alpes, il y a quand même beaucoup de différences. Ça s'appelle Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis là, on a réuni Bourgogne et Franche-Comté, qui étaient deux régions avec une forte identité, surtout pour une partie de la Bourgogne, et la Franche-Comté. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous originaire de Franche-Comté. Les Francs-Comtois sont des gens fiers d'être Francs-Comtois, fiers de leur histoire, de leur ville, de leur paysage, de leur accent, de leur nourriture, de leur vin, voilà. Et je le dis d'ailleurs quelque part, parce que ce n'était pas encore fait, j'en parle de cette fusion, puis je m'engage un tout petit peu, je dis que pour un vigneron bourguignon, boire les vins du Jura, qui sont des vins assez oxydatifs, surtout le vin jaune, ou les vins à base du cépage chavanien, c'est épouvantable. Hein. Et pour un franc-comtois, manger des petits fromages de chèvre qu'on appelle des crottins dans le Mâconnais ou dans le Beaujolais, c'est rien du tout par rapport au comté, par rapport aux vacherins qui sont pour eux des fromages prodigieux. Donc c'est méprisable, ces petits fromages de pousseurs de chèvre, ça vaut rien. Donc c'est un détail, mais il y a vraiment une très forte différence dans vous qui connaissent ces régions. Quand on va, moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie en Bourgogne, à chaque fois que je suis allé en Franche-Comté, je me disais je suis dans un pays étranger. C'est pas le même climat, c'est pas les mêmes paysages, c'est pas les mêmes odeurs, et c'est pas les mêmes gens, du tout. Il y a une vraie joie de vivre aussi en Franche-Comté, mais il y a aussi une certaine austérité, surtout dans la montagne, hein, chez les horlogers là-haut, mais c'est deux mondes totalement différents. Et qui ont été pourtant historiquement réunis, puisqu'à l'époque, à la grande époque, au Moyen-Âge, des ducs de Bourgogne, le grand-duché de Bourgogne, qu'on a appelé le grand-duché d'Occident, la Bourgogne, c'était l'actuelle Bourgogne, enfin plutôt l'ancienne d'avant la réforme du 1er janvier, la Franche-Comté, plus un ensemble de terres européennes allant jusqu'à Amsterdam. C'est-à-dire donc un grand État, plus ou moins descendant de la Lotharingie du Haut Moyen-Âge, et un grand État
parcourant du nord au sud une grande partie de l'Europe, allant presque jusqu'aux portes de Lyon, jusqu'à Amsterdam, et avec à l'ouest la France, ne se portant pas très bien, surtout pendant la guerre de 100 ans, où la Bourgogne ayant fait alliance avec l'Angleterre, la France a failli disparaître, complètement rangée par l'Angleterre, qui se gardait Bordeaux, la Normandie, etc., et de l'autre côté par la Bourgogne. Donc ça ne s'est pas produit comme ça, mais en tout cas, la Bourgogne était très puissante, et de l'autre côté par le Saint-Empire romain germanique, qui lui avait son mode de fonctionnement original, avec cette fédération d'États ayant une forte indépendance, dont l'héritier est aujourd'hui l'Allemagne fédérale. Chaque land allemand a une véritable autonomie sur plein de sujets, ce qui n'est pas le cas des régions françaises. Les régions françaises s'occupent des lycées, et encore, par sous le contrôle du recteur, seulement les bâtiments et le personnel administratif, pas tout le personnel administratif, et pas le personnel éducatif. Et puis les transports. Voilà. Mais en gros, c'est les deux grosses fonctions des régions. Le reste, bon, il y a quelques poussières, mais au fond, il n'y a pas une très très grande autonomie des régions. Les départements ont beaucoup plus de pouvoir et de rôle, en particulier dans le domaine social et de la santé, beaucoup plus que les régions. C'est un sujet immense et qui n'est pas directement dans notre thème de ce soir. Mais en tout cas, il se trouve que le dernier duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui vivait au temps de Louis XI, fin de la guerre de 100 ans, était comme son père et son grand-père désireux de se détacher complètement de la France, puisque en fait le duché de Bourgogne était un duché vassal du roi de France. Donc les ducs de Bourgogne étaient d'ailleurs parents, cousins des rois de France, et les ducs de Bourgogne étaient des Valois, qui reviendront au pouvoir après en France d'ailleurs. Cette branche des Capétiens, on appelle les Capétiens valois. Et les ducs de Bourgogne étaient des Valois. Donc, vassaux, vous connaissez ce mot, de vassal, le roi de France étant le suzerain, vassaux des rois de France, devant rendre hommage au roi de France, mais avec une assez large autonomie permise par le roi de France. Mais à mesure de l'agrandissement du duché de Bourgogne et de la prospérité de plus en plus grande de ce duché de Bourgogne, surtout en raison des terres du Nord, les Flandres, qui elles n'étaient pas dans la partie vassale du royaume de France, se sont dit, ces ducs de Bourgogne se sont dit, mais après tout, est-ce qu'on a besoin de ce petit roitelet, l'Angleterre va nous aider à le manger, et donc on va prendre totalement notre indépendance. Et là, ils sont tombés sur un bec, ce bec s'appelait Louis XI, et Louis XI a résisté, et c'est lui qui l'a emporté, puisque Charles le Téméraire est mort à Nancy, sous les murs de Nancy, au cours d'une bataille célèbre, et il a terminé mangé par les loups, ce qui n'est pas très glorieux, parce que c'est un signe, ça nous marque dans l'histoire, dans les livres d'histoire, de terminer mangé par les loups. Et la Bourgogne est redevenue française totalement, et à ce moment-là, donc le roi de France a nommé des gouverneurs généraux qui étaient de sa famille ou pas de sa famille, mais des gouverneurs généraux, et donc la Bourgogne est devenue une province française, a perdu totalement son indépendance, sauf la partie Franche-Comté, puisque la fille de Charles le Téméraire, héritière des ducs de Bourgogne, et pas l'héritier mâle, la fille des ducs de Bourgogne, s'est mariée finalement, non pas avec la fille de Louis XI, ce qui aurait bien arrangé Louis XI, avec le fils de Louis XI, ce qui l'aurait bien arrangé, mais avec un Habsbourg, c'est-à-dire que la Franche-Comté a basculé du côté de l'Est, du côté du monde germanique, et ça explique en grande partie les différences de mentalité entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Rappelez-vous, Victor Hugo, Besançon, vieille vie et l'espagnol, les Habsbourg, c'est le royaume d'Espagne. C'est l'Espagne, c'est l'Autriche. Et la Franche-Comté a appartenu jusqu'à ce que Louis XIV la fasse rentrer de nouveau, mais ces 2 siècles qui se sont écoulés entre la conquête par Louis XI de la Bourgogne et la fin de l'indépendance de la Franche-Comté, ou du moins de son appartenance aux Habsbourg, a créé des traits de mentalité qui sont encore visibles aujourd'hui, y compris dans les accents. On a un accent, on avait dans les campagnes franc-comtoises un accent très 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 fort, de même dans les campagnes bourguignonnes, qui c'est pas du tout le même. Quand vous allez sur le marché de Lons-le-Saunier, ou sur le marché pour prendre une ville rurale, de Louhans ou de Beaune, vous n'entendez pas les mêmes accents. C'est totalement différent. D'abord, en Franche-Comté, on ne roule pas les R. En Bourgogne, on roule les R, comme ça. Ce qui est un vieux parler français, Louis XIV roulait les R aussi, puis on l'a perdu. Heureusement, on a nos amis québécois qui maintiennent cet accent magnifique, qui est un vieil accent français. La plupart des Français roulaient les R, comme vous savez sans doute,
Paris même, on ne disait pas le roi, autant Louis XIV, on disait le roué, en roulant le R, et on disait le roué. On l'entend encore dans les vieilles chansons françaises que parfois on chante dans les colonies de vacances chez les Boy Scouts. Mais bon voilà, donc la Bourgogne a eu cette histoire très glorieuse au temps des ducs, et c'est pas par hasard qu'il y a eu ici, donc là je vais essayer de mélanger un peu histoire et géographie. Au fond, toutes les régions de France et du monde se disent carrefour. Toutes les villes du monde sont des villes carrefour. La Bourgogne a joué un rôle de carrefour particulièrement original. Pourquoi? Parce que elle est située sur le grand axe, la seule grande voie qui traverse l'Europe entre la Méditerranée et la mer du Nord. Il n'y a pas de montagne au milieu, c'est-à-dire que les Alpes n'y passent pas, en gros, les Carpates, c'est la voie Rhône, Saône, Meuse, Moselle, Rhin. Cette grande artère, grande gouttière qui traverse l'Europe du nord au sud et qui, depuis la très très haute Antiquité, a servi de voie de passage. Du nord vers le sud, de la Méditerranée vers la mer du Nord. À l'ouest de cette grande voie, il y a le bassin parisien. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Le bassin parisien, avec la vallée de la Seine et tous ses affluents qui aboutit dans la Manche, à Rouen et au Havre. Et qui est donc la porte directe vers l'Angleterre, et vers les îles britanniques. Eh bien, la Bourgogne est située à la fois dans la grande voie Rhône-Saône, enfin c'est la Saône qui passe là, mais à cheval sur le bassin parisien. Et entre les deux, il y a des hauteurs qu'on appelle le seuil de Bourgogne. C'est pas très 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 haut, le Morvan étant un peu écart, mais n'étant pas vraiment le seuil de Bourgogne. C'est Champagne, c'est bien, mais c'est pas Bourguignon, hein, le Champagne n'est pas Bourguignon. Il y a le seuil de Bourgogne dont on trouve, alors quand on visite les musées de Bourgogne et qu'on fait un peu d'archéologie, il y a énormément de vestiges des temps très anciens, c'est-à-dire de la période de l'âge du bronze, de l'âge du fer, et ça a été une voie de passage extrêmement ancienne entre les îles britanniques et la Méditerranée. Et en particulier pour un produit, je vais aller dans un détail infime, mais qui est essentiel pour comprendre le rôle que la Bourgogne a joué dans notre histoire, depuis cette haute antiquité, avant même l'écriture, avant même l'histoire, c'est que les grandes civilisations méditerranéennes, les Grecs, les Romains après, mais les Grecs d'abord, étaient extrêmement attachés au bronze, qui leur permettait de faire des pièces de monnaie, mais aussi des statues de divinité et de très très belles statues. Or, pour faire du bronze, il faut du cuivre, qu'on trouve très facilement en Méditerranée, mais il faut aussi un autre métal, l'étain, qu'on ne trouve pas du tout sur les rives de la Méditerranée, ou extrêmement rarement. C'est un métal très précieux. Or, il y a un endroit au monde où on en trouve beaucoup, c'est le Pays de Galles, l'Irlande, une partie des îles britanniques. Et donc, il y a eu ce commerce de l'étain à travers l'Europe, traversant le bassin parisien et traversant le seuil de Bourgogne pour aller par la vallée de la Saône et du Rhône jusqu'à Marseille, et ensuite, Marseille créée en 600 avant Jésus-Christ, et aller vers les clients qui étaient les Phéniciens, qui étaient les Grecs, etc., donc en Méditerranée orientale. Et il se trouve que c'est à ce moment-là, dans la grande période du commerce de l'étain, c'est-à-dire 500-600 ans avant Jésus-Christ, au moment où Marseille est fondée, et Marseille pratique le commerce de l'étain, et après du bronze, c'est à ce moment-là que les Celtes, nos ancêtres les Gaulois, comme on dit, déferlent sur l'Europe occidentale. Et les tribus celtes qui s'installent ici en Bourgogne sont des tribus qui vont jouer un rôle très important, tellement elles sont riches, grâce au commerce de l'étain. Puisque l'étain qui arrive des îles britanniques, eh bien, elle prélève une sorte de droit de douane dessus, ce qui fait que ces tribus sont immensément riches. Et on en a la preuve quand on visite, alors il y a un musée que vraiment je vous recommande de visiter, qui est merveilleux, qui est le musée de Châtillon-sur-Seine, qui est une petite ville du nord de la Côte d'Or, aux confins de la Champagne, et on a trouvé dans les années 50 un petit tertre, à Vix, exactement. On a trouvé une tombe fantastique datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, d'une princesse avec beaucoup de bijoux en or, avec un char magnifique orné de plaquages d'or, et avec un immense vase en bronze, probablement d'origine étrusque,
fabriqués par les Grecs en Étrurie, donc dans la région entre la Toscane et Rome, et arrivés par bateau à Marseille, remontés par bateau jusqu'à Lyon, puis par la Saône jusqu'en Bourgogne, puis par Charleroi jusque dans cet endroit perdu, et qui est un des plus beaux vestiges de cette époque. Même en Grèce, il n'y a pas dans le musée d'aussi beau cratère en bronze, qui servait d'ailleurs à mélanger le vin, qui n'était pas produit dans cette région, mais que les Gaulois appréciaient tout particulièrement. Et donc ce musée de Châtillon-sur-Seine, avec cet objet incroyable, montre vraiment l'importance de ces tribus gauloises. Ensuite, ces Gaulois, bien plus tard, 5 siècles plus tard, essayent de se fédérer avec un chef un peu tout fou, c'est-à-dire plus matamore que véritablement stratège, qui s'appelle Vercingétorix, qui est devenu notre héros national, mais qui ne pèse pas lourd quand on compare sa vie, sa stratégie, par rapport à Jules César, qui lui est un très grand stratège. Donc ça se termine mal pour Vercingétorix, puisque à Alésia, il décide de s'enfermer dans cette place forte, qui est toujours visible aujourd'hui, enfin en tout cas on voit les vestiges, et il est vaincu par César, ce qui fait que les tribus celtiques et l'ensemble de la Gaule, après la bataille d'Alésia, la Gaule devient romaine. Eh bien, la Bourgogne a joué un rôle important dans cette phase, non seulement parce que la bataille d'Alésia a eu lieu en Bourgogne, que Vercingétorix, chef Arverne, donc Auvergnat, est venu, du moins de la région de Clermont-Ferrand, est venu jusque-là avec un certain nombre d'armées venues de toutes les tribus de la Gaule, mais surtout parce qu'il y avait une de ces tribus voisines d'Alésia, qu'on appelle la tribu des Éduins, dont la capitale était Bibracte, c'est le mont Beuvray, au sommet du Morvan, qui, elle, était une tribu riche et puissante, mais qui a eu très tôt, sans doute 2 siècles avant Jésus-Christ, une assez bonne connaissance des cultures méditerranéennes, c'est-à-dire la culture romaine et la culture grecque. Vous avez tous lu Astérix, j'imagine. Il y a un volume d'Astérix qui s'appelle Le combat des chefs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Dans le combat des chefs, on voit une tribu qui résiste, bien sûr, c'est la tribu d'Astérix, avec Abraham Corsix, etc. C'est la tribu des Bretons, des petits Bretons perdus au fin fond, et toute la Gaule est conquise, sauf un village, et donc ils résistent. Et puis, on met en scène une tribu de collabos. Une tribu de collabos, ils se coupent les cheveux comme les Romains, ils vivent à la romaine, ils s'habillent comme les Romains. Eh bien, c'est une caricature des Éduins, qui sont des Gaulois, qui ont, en fait, apprécié la culture romaine, l'ont appelé et ont appelé de leur vœu, même s'ils ont combattu aux côtés de Vercingétorix, ils étaient un peu obligés, mais ils sont immédiatement devenus à 200% romains dès la conquête. Et ils ont été enchantés de l'être, au point que les Romains, pour les récompenser, leur ont dit, c'est tout à fait authentique, hein, c'était au temps après César, eh bien on va vous bâtir une capitale somptueuse pour vous remercier de venir aussi généreusement et spontanément rejoindre notre civilisation. Et c'est la ville d'Autun, Augusto Dunum, qui est une ville où il reste quelques vestiges romains, pas beaucoup, parce qu'elle a été détruite bien des fois au cours des invasions, mais qui a été un haut lieu de la romanisation de la Gaule. Et j'en profite pour dire un mot, parce que Astérix, que bien sûr qu'on aime tous beaucoup, qui fait partie de notre patrimoine et de notre culture, est quand même totalement erroné sur le plan historique. C'est-à-dire qu'on présente la Gaule comme étant une région conquise, un peu comme la France sous la botte allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, ça n'a strictement rien à voir, parce que toute l'archéologie montre, pas seulement chez les Éduins et en Bourgogne, mais partout en Gaule, que dès la conquête, la Gaule s'est transformée à une vitesse incroyable. Les villes se sont construites, les routes ont été aménagées, les campagnes se sont transformées, on a défriché les forêts, drainé les marais, les Gaulois se sont cultivés, ont appris à lire et à écrire, ont appris à construire, en pierre, alors qu'ils ne construisaient qu'en bois et en terre. Donc non pas que la civilisation gauloise ait été négligeable, mais il n'y a rien de comparable entre la civilisation celtique, gauloise, et la civilisation romaine, héritière de la civilisation grecque, de la civilisation égyptienne, de la civilisation mésopotamienne, phénicienne, etc. Donc c'est sans comparaison. Donc on peut fantasmer sur les pauvres Gaulois qui ont été écrasés par les Romains, c'est pas vrai du tout. Les Gaulois sont devenus, avec un immense plaisir romain, d'autant plus, vous le savez peut-être, j'en profite là, on n'est pas dans le tourisme, mais il faut le savoir, d'autant plus que la tradition romaine, c'est que un territoire conquis et un peuple conquis devient romain. C'est-à-dire que les Gaulois
Gaulois sont devenus immédiatement des citoyens romains, tout en conservant sans problème leur dieu. Du moment qu'ils acceptent les dieux romains, en plus, mais dans l'Antiquité, on n'était pas très regardant, un dieu de plus, un dieu de moins. Donc on sait que le culte des dieux gaulois a survécu pendant plusieurs siècles, mais en même temps, vous aviez Jupiter, Junon, etc., qui étaient vénérés comme les dieux gaulois. Donc la Bourgogne, à cette époque, a été un très grand centre, un très grand pôle de la romanisation. Et puis ensuite viennent les invasions. Je ne veux pas vous faire toute l'histoire en détail, mais viennent les grandes invasions germaniques, donc venues de l'Est et du Nord. Et là, la Bourgogne est évidemment aux premières loges, parce qu'une fois qu'on a franchi le Rhin, tout de suite on tombe sur cette belle province très riche. Il y a des vignobles à cette époque, où il y a des villes extrêmement prospères du fait du commerce, avec la Méditerranée, avec le bassin parisien. Donc cette Bourgogne est très convoitée par les peuples conquérants. Et en particulier, après, je ne vous raconte pas toute l'histoire, j'en parle ici, mais il y a un petit peuple arrivé de la mer Baltique, on ne le sait pas toujours, qui finalement va s'implanter là et va créer une espèce de petit royaume, enfin de petit état fragile, mais qui est l'ancêtre du Grand-Duché de Bourgogne. Et ce petit peuple s'appelle les Burgondes, qui sont des éleveurs de vaches, sans doute trop nombreux dans leur île de la Baltique, qui ont quitté la Baltique, traversé l'Europe, et sont arrivés là, et finalement ont réussi à l'emporter sur tous les autres et à créer ce petit État. Ils n'ont pas massacré pour autant les gens qui étaient là avant eux, c'est soit des peuples germaniques, soit des gallo-romains, tout ça, ça s'est marié. Les invasions n'ont pas été toujours aussi brutales et dramatiques qu'on a bien voulu le dire, mais elles représentent quand même une régression par rapport à ce qui a été la très grande civilisation romaine. Et petit à petit, donc tout ça s'organise, c'est l'État renaît à partir de l'an 1000, la France, l'État capétien se constitue, et la Bourgogne va être le théâtre, et ça c'est une des originalités profondes de la Bourgogne, j'ai encore un quart d'heure, a été le théâtre d'une aventure, de deux aventures spirituelles extraordinaires, qui sont des aventures monastiques, mais qui dépassent de loin la spiritualité au sens religieux du terme, parce que le rayonnement sur toute l'Europe a été fantastique de ces deux expériences, et c'est parti de Bourgogne. La première, c'est Cluny, une abbaye fondée dans le Mâconnais, où il reste quelques vestiges, puisque malheureusement la Révolution a détruit les 95% de l'ancienne abbaye de Cluny, et il y a eu, à partir de Cluny, des centaines d'abbayes clunisiennes fondées dans toute l'Europe, du nord au sud de l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, au monde germanique, à l'Angleterre, partout Cluny a rayonné. Et pour résumer, et ça c'est un des traits du caractère bourguignon, l'esprit de Cluny, c'est la magnificence. Un peu, il y a quelque chose qui a à voir avec la civilisation byzantine. Rien n'est trop bon pour Dieu. Donc plus il y a de belles peintures, de belle architecture, de la sculpture, de l'orfèvrerie, de l'or qui ruisselle de partout, mieux c'est. Parce qu'il faut donner ce qu'on a de plus beau, créer ce qu'on a de plus beau pour Dieu. Au point que, ce qui est un écueil dans toutes les traditions spirituelles, que ce soit dans le bouddhisme ou même dans l'islam, au point que la richesse arrive au bout d'un siècle ou un siècle et demi à l'emporter sur la spiritualité. Et donc on est plus attaché à la beauté qu'à Dieu lui-même. Ce qui fait que, par réaction, tout près, on est à moins de 100 km, une abbaye clunisienne, une filiale de Cluny, va être le théâtre d'une véritable révolution, qui est la révolution cistercienne. Et c'est la création de l'abbaye de Cîteaux, donc à la fin du XIe siècle, alors que Cluny date du IXe siècle, de l'abbaye de Cîteaux, qui est au contraire un retour à la tradition la plus austère du christianisme, c'est-à-dire l'esprit de pauvreté, la simplicité extrême, l'austérité, la privation, le travail manuel, alors que les moines de Cluny n'avaient jamais travaillé de leurs mains. Ils appliquaient la règle dite de Saint Benoît, écrite en Italie au 5e siècle après Jésus-Christ, mais ils ne pratiquaient pas le travail manuel qui pourtant est dans la vie monastique occidentale obligatoire. Et à Cîteaux, au contraire, on remet à l'honneur le travail manuel, le travail de la pierre, et on crée cette architecture cistercienne, romane, extrêmement pure, extrêmement sobre, il n'y a aucune sculpture, on est vraiment dans quelque chose qu'on peut trouver admirable, mais qu'on peut trouver aussi très austère. Quand
on visite la plus belle abbaye cistercienne qui est entière, que la Révolution a épargnée parce que c'est devenu une usine, c'est l'abbaye de Fontenay, patrimoine de l'UNESCO, je vous conseille vraiment de visiter, et qui est un endroit extraordinaire. C'est pas très loin de Dijon, pas très loin de la ville de Montbard, et qui est vraiment un des chefs-d'œuvre de l'architecture romane cistercienne. Il y a partout en Bourgogne des églises cisterciennes, l'influence a été très 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 grande. Alors c'est intéressant parce que ces deux expériences radicalement opposées sont nées en Bourgogne et ont eu de l'influence en Bourgogne mais dans toute l'Europe. Et c'est dans ce contexte. Alors, et la troisième expérience spirituelle liée à la seconde, c'est Saint Bernard qui, lui, en tant que grand abbé de Clairvaux est en Champagne, mais lui est rentré au monastère, il est né à Dijon, il est rentré au monastère à Cîteaux, a permis le développement de l'expérience cistercienne et surtout a convaincu l'ensemble des princes d'Europe de revenir à davantage de spiritualité et puis aussi, comme vous le savez, de partir à la conquête des lieux saints contre l'islam, c'est donc les croisades. Saint Bernard a joué un très grand rôle. Mais Saint Bernard, qui n'était pas à proprement parler un politique, parlait quand même à tous les rois et à tous les princes d'Europe, mais pour leur faire des remontrances. Et en fait, il était très 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 écouté, donc un peu comme Sugère auprès du roi de France, l'abbé de Saint-Denis, c'était un personnage extrêmement charismatique et qui a joué un très très grand rôle dans l'ensemble de la culture européenne, mais qui était un bourguignon, un pur bourguignon. Mais on peut imaginer le charisme quand on va dans son lieu de naissance, qui est au-dessus de Dijon, qui est un tout petit château. Son père était un petit châtelain de Fontaine-les-Dijon, et on se dit partir de là, c'était pas un grand seigneur, bourguignon, partir de là et arriver à rayonner sur toute l'Europe comme il l'a fait, c'est quand même une sacrée personnalité. Quand il a décidé de rentrer au couvent, je ne sais plus, à 16 ans, plus comme ça, il a entraîné tous ses frères au couvent. Il y avait 7 ou 8 frères, et son père, sa mère est décédée, son père est rentré au couvent aussi, tiré et poussé par Saint Bernard. Et puis, et là j'en viens aux aspects plus réjouissants pour terminer mon propos, parce qu'on pourrait parler des heures et des heures, c'est d'ailleurs l'aspect bonne chère et bon vin, chanson, amour de la belle vie, qui est quand même l'esprit bourguignon, hein, de ce côté que les bourguignons ont d'être sérieux au travail, mais de ne jamais se prendre au sérieux, de ne jamais hésiter à prendre un tire-bouchon pour ouvrir une bouteille et partager un verre avec les amis. Ça reste très vrai, en particulier dans la Bourgogne de la Côte-d'Or, de Lyon et de la Saône-et-Loire. Un peu moins dans le 4e département de l'ancienne Bourgogne, qui est la Nièvre. La Nièvre a une histoire un peu différente, mais pas totalement bourguignonne, donc ça c'est pas rentrer dans le détail. Mais l'esprit bourguignon réjouit, donc, je suis fier d'être bourguignon, je suis fier, vous connaissez la chanson, c'est un esprit qui vient en fait d'une des particularités de l'histoire bourguignonne, c'est l'importance qu'on a accordée au vin dans l'Antiquité, sous l'impulsion des moines et sous l'impulsion des ducs de Bourgogne. Les ducs ont joué un très grand rôle dans la constitution d'un vignoble de haute qualité qui est houillou. On peut dire qu'on a créé les premiers grands crus de l'histoire de la viticulture. Les Bordelais sont persuadés que c'est chez eux qu'on a créé les grands crus, avec le classement au XVIIIe siècle d'abord, et après avec le classement de 1855, pas du tout. Le premier grand cru de l'histoire de la viticulture française, c'est le Clos de Vougeot, qui est un cellier monastique et une grange monastique avec une cinquantaine d'hectares de vignes rassemblés par les moines de Cîteaux. Cîteaux est à 10 km du Clos de Vougeot, et ce Clos de Vougeot a été pendant 900 ans une sorte de, jusqu'à la Révolution pour les moines et puis après les propriétaires privés, mais un laboratoire de la viticulture de haute qualité en Bourgogne. Donc la grandeur des vins de Bourgogne a été inventée sur la Côte d'Or et particulièrement au Clos de Vougeot, mais aussi sur ce qu'on appelle les clos, dont certains étaient monastiques, d'autres appartenaient aux évêques, d'autres appartenaient aux ducs. Et les ducs ont joué un très très grand rôle. Et les ducs, en dehors du vin, du fait de leur richesse et du fait du caractère des 4 grands ducs bourguignons, ont développé une culture de la joie de vivre et de la magnificence. Les fêtes à la cour de Bourgogne, la musique à la cour de Bourgogne, les vêtements à la cour de Bourgogne, la joaillerie, l'architecture, la peinture, ont connu un développement au XVe siècle absolument extraordinaire. Si vous allez au musée de Dijon, ou même au Louvre, puisqu'il y a quelques tableaux venant des ducs de Bourgogne qui sont au Louvre, comme la Vierge du chancelier Rollin, quand vous allez au musée de Dijon, vous avez une expression artistique incroyablement joyeuse et rayonnante.
c'est pas la même chose, mais on peut comparer avec une période différente, donc on n'est pas du tout la même forme d'expression artistique, à la Florence des Médicis, où rien n'est trop beau, certes pour Dieu, mais aussi pour l'homme et pour la puissance du roi. On exprime la puissance du prince au travers de l'art, au travers de la peinture, de la musique, de la sculpture, de l'architecture. Il reste quelques superbes vestiges. J'ai parlé du puits de Moïse qui est à Dijon, mais le palais des Ducs de Dijon, qui est d'une splendeur, les hospices de Beaune, qui est le plus beau monument bourguignon, l'un des plus célèbres, et qui est l'un des plus visités aussi, et c'est un hôpital créé au XVe siècle par le chancelier des Ducs de Bourgogne, Nicolas Rolin. Donc les ducs ont développé vraiment une joie de vivre et une cour très très brillante en Europe. Tout le monde voulait se rendre à la cour des ducs de Bourgogne pour le plaisir. Eh bien, je crois que c'est ça, il me semble, en tout cas, je vous livre cette hypothèse, que c'est ça l'origine de la joie de vivre bourguignonne. On n'a jamais perdu ça. Après, la Bourgogne a perdu son indépendance, etc. Mais on l'a toujours gardé, et aussi parce que c'est un pays de vignes, il y a des vignes partout, on a toujours gardé. Et le vin, comme vous le savez, c'est fait d'abord pour créer de l'euphorie. Le vin, le bon vin réjouit le cœur de l'homme. C'est fait d'abord pour ça, le vin. Créer, il y aurait mille choses à dire sur le vin, mais c'est une initiation à la complexité, une initiation à la nuance, une initiation à l'harmonie, un bon vin, c'est tout ça à la fois. Donc c'est vraiment une métaphore de la beauté et de la bonté, mais surtout du fait que ça comporte un petit peu d'alcool, mais de l'alcool qui n'est pas trop violent, donc ça n'assomme pas quand on le boit raisonnablement. Le vin crée de l'euphorie. Et le bourguignon est euphorique. Vous avez toute une littérature autour de cette euphorie bourguignonne et des films. Je vous les indique, sans doute que vous n'avez pas lu cette littérature, mais si vous lisez Colas Brognon de Romain Roland, qui était un bourguignon de Clamecy, ça exprime très très bien l'esprit bourguignon. Mon oncle Benjamin, le Tillier, où il y a eu un film aussi avec Jacques Brel, extraordinaire. Ça, c'est vraiment l'esprit bourguignon, facétieux, où l'on fait des plaisanteries, où on aime, puis on aime le partage et chanter, encore maintenant. C'est une des rares régions, à part le Pays Basque, où on continue à chanter, la Corse, qui est plus austère, mais où on continue à chanter quand vous allez au Clos de Vougeot, qui est aujourd'hui le siège de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Eh bien, il y a 500 personnes pendant ces chapitres qui durent 5 heures de suite. On se met à table à 8 heures, on sort à 1 heure du matin, on mange 7-8 plats, on boit une bonne quinzaine de verres de vin, plus digestif après, et on chante à longueur de soirée. Et vous avez des gens en robe longue et smoking, vous avez des gens qui viennent de partout, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, etc., et qui chantent comme tout le monde. C'est parce que les gens comprennent que c'est pas seulement du folklore, c'est l'esprit bourguignon, et que le vin aide à cette euphorie. Et de même que bien manger, c'est pas l'esprit cistercien qui l'a emporté en Bourgogne, c'est plutôt l'esprit tunisien. On aime aujourd'hui encore rester longtemps à table, il faut voir les marchés bourguignons, ça fait partie, vous savez, si on faisait une géographie de l'optimisme en France, qui est bien difficile à faire, hein, donc je fais ça par oral, je ne l'écrirai pas, mais il y a des régions spontanément joyeuses où on aime passer des heures à table, le sud-ouest de la France, le Périgord, qu'est-ce que je dirais, peut-être la Provence un peu encore, à discuter, l'Alsace, le Nord, hein, vous voyez les ch'tis, et puis la Bourgogne. Mais c'est moins vrai du côté de régions comme si vous allez dans les Cévennes par exemple, c'est beaucoup plus austère, vous avez le Poitou-Charentes en particulier en Saintonge, donc il y a vraiment des nuances dans aujourd'hui il y a beaucoup de brassage de population, donc ces caractères régionaux s'estompent un tout petit peu, comme les accents, mais il reste quand même quelque chose, et en Bourgogne, ça reste bien vivant. Vous allez au marché de Dijon, par exemple, grande capitale où il y a des vrais bourguignons, mais aussi plein de gens qui sont des fonctionnaires ou des gens qui viennent travailler en Bourgogne qui ne sont pas bourguignons, mais le marché de Dijon, le samedi, c'est vraiment un moment où vous sentez que les gens ne viennent pas là uniquement pour acheter de quoi se sustenter, ils viennent parce que le soir et le lendemain, ils vont bien manger. Et donc les cabas sont pleins, et puis il y a un bistrot au milieu où il y a foule jusqu'à 3 heures de l'après-midi, où les gens boivent et mangent ensemble, mangent de la charcuterie, du jambon persillé, etc. Il y a un véritable intérêt, d'où les 27% consacrés à la boisson et à l'alimentation. Voilà. Alors ce vin, et je termine par là, vous puissiez poser des questions, éventuellement, si vous voulez, ce vin a une caractéristique
très différente de celui des autres vignobles français. La région qui s'en rapproche le plus dans sa manière de faire le vin les vins ne se ressemblent pas, c'est pas les mêmes cépages, c'est pas le même climat, etc., c'est l'Alsace, sans doute. Et l'esprit alsacien, qui est un esprit germanique, mais rhénan, est lui aussi extrêmement joyeux, et on ne se prive jamais d'un bon mot, on ne se prive jamais d'un bon repas, et jamais d'un bon verre de vin. Mais par rapport à Bordeaux, qui est l'autre grande région de grands vins réputée dans le monde entier, et en particulier de vins rouges, mais il y a aussi des vins blancs à Bordeaux, même des liquoreux, qu'il n'y a pas en Bourgogne, mais Bordeaux est un vignoble qui a été créé sous l'impulsion de l'Angleterre. Et les grands vins de Bordeaux, en particulier les grands médocs, sont des vins qui ont été faits pour une clientèle à la fois très raffinée, très exigeante, mais aussi très puritaine. La clientèle des grands médocs, à l'origine, ce sont les Anglais, ce sont les Flamands, les Néerlandais et les Allemands du Nord, qui sont de tradition protestante depuis le XVIe siècle, et qui ont une vision assez austère du monde. Donc le bon vin, c'est bien, c'est l'image de Dieu, pourquoi pas, on voit Dieu au travers le vin, mais il ne faut pas en abuser, parce que si on en abuse, on risque de tomber dans les excès, voire l'ivresse, et surtout alors ça ne veut pas dire que les Anglais ne savent pas s'enivrer, hein, je sais si les jeunes aujourd'hui pratiquent le binge drinking, mais ceux qui boivent les grands vins ne boivent pas trop. Et quand vous visitez les châteaux du Bordelais, ce qui m'est arrivé très souvent, on vous fait goûter un fond de verre, même à table quand vous êtes reçu chez les propriétaires, ils sortent des bouteilles absolument merveilleuses, mais moi je sors parfois un peu avec la soif, parce que tout ça est mesuré et compté. En Bourgogne, vous sortez jamais avec la soif, et il y a toujours plein de bouteilles à moitié pleines sur la table, parce qu'ils en ont sorti tellement que vous ne pouvez pas tout boire. Alors aujourd'hui, il y a une telle demande et les prix sont devenus tels qu'ils font un tout petit peu attention. Mais quand même, il y avait un célèbre psychanalyste, Jean Laplanche, qui est mort il y a quelques années, grand psychanalyste de la Sorbonne, qui était en même temps, par héritage, propriétaire du château de Pommard, et qui s'intéressait de très près au vin. D'ailleurs, ça se voyait, il était aussi large que haut. Et Jean Laplanche disait, quand il recevait les Bordelais, il leur prenait à la pipette un peu du vin de l'année dans le tonneau, il mettait un petit peu au fond du verre. Voilà, messieurs, vous avez goûté le vin du château de Pommard. Stupeur, silence. Bon, la dégustation bordelaise est terminée, on va passer à la dégustation bourguignonne. Et là, il sortait son tire-bouchon et ses bouteilles, il faisait déguster les vieux vins et tous les crus de ses terroirs. Alors ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, alors, et pourquoi? Je pense que le vin, c'est un sujet, il nous faudrait 2 heures pour le traiter, que le vin tient autant au terroir où il naît, au climat, au sol, etc., qu'à l'esprit de ceux qui le fabriquent, et surtout à l'esprit des clients. Et en fait, réfléchissez à ça pour le tourisme. On pense trop aux produits et pas assez aux clients. En fait, n'importe quoi, qu'on produise des voitures ou du vin ou un service bancaire, c'est d'abord pour les clients. C'est le client qui est roi. Si vous êtes producteur de quelque chose, vous ouvrez un grand restaurant et que vous n'avez pas de clients, vous allez très vite faire faillite et fermer la porte. Donc, ce qu'il faut, c'est satisfaire une clientèle, se la fidéliser, et pour pouvoir monter son modèle économique. Le tourisme, c'est comme ça. Et en matière de vin, c'est comme ça. Et donc je pense que le vin de Bordeaux, il a été fait, et il est encore fait aujourd'hui, même si on ne le dit plus et si ça reste symbolique, pour cette clientèle puritaine de l'Europe du Nord, d'où le choix de ce cépage très austère qu'est le Cabernet Sauvignon. Alors qu'on aurait pu choisir le Merlot, voire le Pinot Noir, qui sont des cépages beaucoup plus joyeux, beaucoup plus ronds, beaucoup plus euphorisants. Le Cabernet Sauvignon, c'est un merveilleux cépage qui donne des très grands vins. Il faut attendre parfois 20 ans pour commencer à pouvoir les boire, tellement ils sont tanniques. Mais c'est un cépage qui n'est pas drôle. Vous me direz, est-ce qu'un vin peut être drôle? Oui, pour moi, il y a des vins qui me font rire et d'autres qui me font méditer davantage. Et en Bourgogne, au contraire, on a choisi, alors le climat n'est pas le même, les sols sont différents, mais on a choisi des cépages qui ont des ancêtres communs, mais ça je ne peux pas vous rentrer dans l'histoire des cépages. En blanc, le chardonnay, et en rouge, le pinot noir, qui sont des cépages qui donnent des vins friands, des vins très parfumés, des vins où le nez joue un très grand rôle, même dans les petites années où les vins sont parfois un peu acides en bouche, surtout dans les années froides, le nez est toujours merveilleux, c'est des nez sensuels, des nez un peu giboyeux, un peu de fruits très mûrs,
mais qui sont vraiment des vins de sensualité. Et le chardonnay, pareil, même s'il y a parfois trop d'acidité, encore une fois, dans les années froides. Avec le réchauffement du climat, ça va arriver moins. Et puis l'autre caractère, donc cette joie pour moi, c'est un choix culturel. Les ducs de Bourgogne qui ont favorisé le pinot noir contre le gamay, par exemple, ont fait un choix qui est culturel parce qu'ils voulaient se réjouir à table, parce qu'ils voulaient se réjouir en buvant. Et puis l'autre caractéristique bourguignonne du vignoble, c'est que c'est en Bourgogne sans doute qu'on a poussé le plus loin la logique du micro-terroir. Au lieu d'essayer d'assembler les vins et de faire des cuvées de qualité moyenne ou excellente, mais en assemblant les meilleurs vins. Alors à Bordeaux, vous avez un château qui fait 50 hectares, on prend, chaque année il y a plusieurs parcelles, on fait différents vins, puis on les goûte, et pour faire le grand vin, ce sera plutôt le Rothschild, la Lafite Rothschild, ou Château Margaux, etc., ou Brion, eh bien on prend les meilleurs barriques, provenant des meilleures parcelles, et on fait ce qu'on appelle le grand vin. Avec ce qui est un peu moins bon, on fait un deuxième vin qui coûte beaucoup moins cher, et puis le reste, on le vend en négoce, on le vend sous un nom générique. En Bourgogne, on ne fait pas ça du tout. En Bourgogne, on a au contraire cultivé l'idée de faire des vins sur des micro-parcelles, qu'on appelle des climats. C'est ça qui vient d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en juillet dernier. Les climats de Bourgogne, 1230 et quelques climats, c'est-à-dire de terroirs différents, sur lesquels on essaye, et c'est une sorte de trapéziste sans filet, de faire chaque année le meilleur vin possible, sans possibilité de l'améliorer par de l'assemblage. Avant, au XIXe siècle, on faisait des assemblages discrets, en mettant un peu de vin du Languedoc ou d'Hermitage dans le vin pour le renforcer. Maintenant, c'est très très surveillé. Donc le vin, quand vous achetez une bouteille de vin de Bourgogne, vous êtes sûr que ce que vous avez dans la bouteille correspond au nom du lieu, du terroir, du climat. Un climat n'a rien à voir avec la météo, c'est le climat, c'est un mot grec à l'origine qui veut dire terrain incliné, du climat qui est inscrit sur l'étiquette. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que pour moi qui suis géographe, quand vous buvez un vin de Bourgogne, et surtout un grand cru ou un premier cru où le nom est indiqué, vous êtes dans un terroir, dans un paysage. Et si en plus vous le buvez sur place, avec le vigneron qui l'a produit, dans la vigne, arrivé un certain nombre de fois, j'ai fait pratiquer cet exercice à beaucoup de mes étudiants en géographie, c'est très très émouvant de boire le vin à l'endroit où il a été produit, avec le vigneron qui l'a produit. Donc, comme dit un de mes amis œnologues, le grand vin, c'est celui qui a la gueule de l'endroit et la tripe du vigneron. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques très grands vignerons bourguignons dont les vins sont inaccessibles tellement ils sont rares, parce que quand vous produisez, par exemple, il vient de se vendre, c'est M. Pinault qui a acheté une parcelle de Montrachet, qui est un des plus grands vins blancs de France, une parcelle qu'on appelle une ouvrée en Bourgogne, c'est-à-dire 428 mètres carrés. Et c'est un grand appartement. Et M. Pinault a payé cette parcelle 1 million d'euros. Sur cette parcelle, il fait chaque année au mieux 300 bouteilles. Une barrique est allée au mieux 300 bouteilles. Et pour rentabiliser un investissement d'1 million d'euros à 300 bouteilles par an, vous comptez le nombre d'années qu'il faut ou le prix de vente de la bouteille. Et c'est un tel prestige pour un domaine d'avoir une parcelle de grands crus que les gens, ceux qui en ont les moyens, comme M. Pinault, n'hésitent pas à investir des sommes fantastiques. Alors ça, c'est l'esprit bourguignon, c'est l'esprit du terroir, comme on dit en Bourgogne. Et ça reste, les gens sont très attachés, les vignerons et l'ensemble des bourguignons et puis des amateurs de vin de Bourgogne sont très très attachés à ça. Donc il y a, pour l'avenir de l'énotourisme, un immense potentiel en Bourgogne, parce que quand vous faites toucher du doigt cette extraordinaire diversité, qui est aussi grande que la diversité ethnique, la diversité des paysages, etc., les gens sont éblouis. Quand en plus vous arrivez à leur faire goûter des produits issus de cette diversité, ils sont complètement renversés. Et c'est pourquoi vous voyez dans les vignobles japonais, faisant de la randonnée ou se promenant à vélo ou en voiture, des jeunes japonais, des jeunes chinois, des gens de tous les pays du monde qui viennent pour voir la Romanée-Conti, qui est le vignoble rouge mythique, pour voir le Montrachet, pour voir le Clos de Vougeot, pour voir le Chambertin. Et les gens ont les larmes aux yeux quand ils voient ça. C'est parce que ça a une puissance pour les amateurs de vin, une puissance d'évocation extraordinaire, et en même temps c'est la terre. Donc c'est la joie, c'est la terre, et c'est l'infinie diversité. Donc je dirais,
que ça c'est un des apports de la Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité, c'est la richesse que constitue la diversité. Tout le monde a peur de la mondialisation, parce qu'on dit, ah bah, la mondialisation, on va tous être pareil, ça uniformise les langues, les comportements, les paysages, les maisons, les nourritures, on boit tous du Coca-Cola et on mange du McDo, etc. Ça, c'est un des risques de la mondialisation. L'autre volet versant de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, grâce au transport, grâce à la connaissance et grâce au voyage, on peut toucher du doigt cette diversité partout dans le monde. On peut la comprendre et s'apercevoir qu'on peut vivre ensemble à la surface de la Terre dans la plus grande diversité possible. Donc, la Bourgogne, pour le vin, c'est le vin de Bourgogne, mais en fait décliné en au moins 1200 et quelques nuances extrêmement variées. Ben ça, c'est formidable parce que c'est l'image de ce que nous sommes. Nous sommes tous de l'espèce humaine, mais on a tous une génétique différente, on ne se ressemble pas, même quand on est jumeaux homozygotes. On est tous différents, et le vignoble de Bourgogne est vraiment l'expression de cette extraordinaire diversité culturelle qui est une des richesses de l'humanité. C'est bien normal que l'UNESCO ait reconnu ce patrimoine comme étant réellement de très haut niveau et devant être préservé pour l'avenir de l'humanité sur la Terre. Voilà, donc j'ai peut-être été trop long. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a sûrement plein de sujets que je n'ai pas abordés. Hein. Il y a des questions? Il y a plein de recettes aussi. Hein. J'ai mis plein de recettes. Par exemple, j'ai grand développement sur les œufs en beurrette, sur les escargots, parce que l'escargot, c'est une des gloires de la gastronomie bourguignonne. Donc il y a au moins 10 pages ou 12 pages sur les escargots. Poser des questions sur la haute gastronomie. Vous n'avez pas évoqué ce sujet. Historiquement, le Michelin a toujours donné beaucoup de récompenses aux établissements, à Saulieu, à Chagny, à Vézelay, et puis de nombreux restaurants. Tournu. Voilà, exactement. Depuis une dizaine d'années, on peut dire qu'il y a un déclin de la gastronomie en Bourgogne. Il n'y a pas de renouvellement des grands chefs. Et je pose ma question, il y a cette même évolution en Alsace. Vous avez cité qu'il y a deux régions qui se ressemblent au niveau gastronomique. Et là aussi, il y a un vrai déclin de la gastronomie en Alsace au niveau des étoiles, des 3 étoiles Michelin. Est-ce que vous avez une explication? Bon, d'abord, pourquoi il y a cette tradition gastronomique en Bourgogne? Je l'ai dit, donc je pense que ça remonte au duc. On a d'ailleurs quelques témoignages des banquets qui étaient servis à la cour des ducs de Bourgogne, qui étaient absolument fabuleux, le banquet du Faisan, par exemple. Mais après, la gastronomie donc destinée à tout le monde, c'est au restaurant, s'est développée beaucoup du fait de la tradition de passage au sein de la Bourgogne. Donc il y a un article qui s'appelle RN5, RN6, RN7, puisque quand l'automobile s'est développée, c'est-à-dire à partir après la Première Guerre mondiale, les gens qui avaient les moyens d'avoir une voiture à Paris allaient en vacances sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes en hiver, les sports d'hiver, entre les deux guerres, en voiture, et évidemment faisaient des étapes. Les routes, ce n'étaient pas des autoroutes, ils faisaient des étapes dans des auberges. Il y a toujours eu des auberges. On voit encore des relais de poste à l'époque des routes royales, mais des auberges dans lesquelles ils aimaient bien manger. Sûrement trop bien manger, puisqu'ils reprenaient le volant en ayant beaucoup mangé et beaucoup bu, et ils allaient contre les platanes, d'où la mort d'Albert Camus et d'un certain nombre d'autres gens sur les routes bourguignonnes. Mais comme c'était les gens fortunés, évidemment, ça a été l'occasion de développer des restaurants de qualité, qui ont la caractéristique, comme à Lyon, comme dans la vallée du Rhône, et en Provence aussi, pour les restaurants, si vous regardez le Michelin des années 50, par exemple, des années 60, qui ont la particularité de mettre en valeur les produits traditionnels du terroir. Donc la poularde de Bresse, qui est un produit du terroir, les escargots, bien entendu, les cuisses de grenouille de la Bresse également, ou le bœuf charolais, ou j'en oublie, enfin en tout cas, et bien entendu les vins de Bourgogne, donc un certain nombre de grands chefs comme Alexandre Dumaine, comme Duclos à Tournu, ont développé, ou la Meuloise à Chagny, ont développé une gastronomie de terroir très raffinée, un peu comme les Berlins
l'ont fait en Alsace, donc l'auberge de Lille, c'est la même tradition. Ou Paul Bocuse à Lyon avec le terroir lyonnais, ou Fernand Point à Vienne avec le terroir du Dauphiné, ou plus Tuillier au bout de Provence avec le terroir provençal. Voilà, vous avez toute une... vous connaissez la chanson de Charles Trenet, on est heureux National 7, on est heureux parce qu'on y est, entre autres, on va en vacances, et surtout on y mange bien, on y boit bien. Alors, vous dites qu'il y a un déclin. Il y a quand même encore plusieurs 3 étoiles. Le Menot, bon, a fait plus ou moins faillite, il a fermé, mais vous avez, comment il s'appelle, Lorrain Joly qui a perdu une étoile l'année dernière. En revanche, la maison Loiseau, dirigée par Dominique Loiseau, garde ses 3 étoiles. La Meloise garde ses 3 étoiles, donc il reste quand même 2, 3 étoiles et pas mal de 2 étoiles. La ville de Baud, qui n'était pas une ville de haute gastronomie, aujourd'hui a au moins 3 ou 4 restaurants étoilés. Dijon est en plein renouveau du point de vue de la gastronomie. Et comme la cité de la gastronomie, les cités de la gastronomie va ouvrir à Dijon, je suis persuadé qu'il va y avoir un grand essor de la gastronomie bourguignonne. Le classement des climats de Bourgogne fait que le vignoble va développer beaucoup les différentes formes d'énotourisme. Et je pense que ce n'est pas un déclin. En revanche, il n'y a pas beaucoup en Bourgogne de ces restaurants qui d'ailleurs n'auraient pas beaucoup de succès compte tenu de la clientèle, y compris la clientèle de passage, qui sont les restaurants qu'on trouve à Paris, genre pour 3 étoiles Gagnère, ou Passard, ou des restaurants à 1 étoile, comme il y en a un peu partout dans le 11e arrondissement ou le 7e arrondissement, qui sont des restaurants de cuisine internationale, extrêmement, que moi j'appelle une cuisine déconstruite, où vous avez beaucoup d'ingrédients qui sont dans l'assiette, séparés les uns les autres. L'assiette ressemble à un tableau de Miro ou un roman de Marguerite Duras, et vous avez jeté en quelque sorte, avec de manière très savante, beaucoup d'ingrédients. Vous ne savez pas très bien, enfin vous pouvez regarder sur internet, hein, vous ne savez pas très bien dans quel ordre vous mangez les choses, parce qu'il n'y a pas d'ingrédient principal. Vous avez plusieurs ingrédients avec des saveurs surprenantes, des mariages que vous faites ou vous ne faites pas, parce que vous pouvez prendre un ingrédient tout seul, et si vous mettez sur votre fourchette 2 ingrédients, ça vous donne un mariage. En tout cas, c'est une cuisine qui est profondément déstabilisante par rapport aux cuisines synthétiques, comme celle justement de la tradition des terroirs français, de Bourgogne ou d'ailleurs, ou même parisienne. Si vous allez chez Paul Bocuse, qui est un conservatoire de la cuisine des années 1950, quand vous prenez, je ne sais pas moi, les quenelles de brochet à la lyonnaise, vous avez du brochet, vous avez de la mie de brioche, beaucoup de crème, et puis une sauce aux queues d'écrevisse, mais tout ça est symphonique. Un peu comme quand vous écoutez un orchestre, vous n'entendez pas les violons, les cuivres, le piano, etc. Tout ça est fondu, enchaîné dans ce qu'on appelle une harmonie et une symphonie. Et la cuisine traditionnelle, la grande cuisine traditionnelle française, s'il vous plaît, la grande cuisine traditionnelle française était symphonique. Elle déplaît aujourd'hui parce qu'elle n'est plus dans la mode culturelle d'aujourd'hui, en particulier ce que j'appelle, alors c'est moi qui m'engage, hein, je n'êtes pas obligé de me suivre, vous pouvez adorer cette cuisine, et chacun, après tout, ça fait mal à personne, hein, chacun paye et va manger où il veut. Mais c'est une cuisine qui, moi, que je trouve bobo, d'ailleurs de cette culture qui veut absolument faire le contraire de ce qui s'est fait auparavant, mais qui n'a pas forcément un projet extrêmement clair, en disant, voilà, je vais révolutionner, non, je fais différent, et donc pour faire différent, par exemple, il n'y a plus de sauce, vous avez des traînées ou des gouttes de sauce dans les assiettes, hein, c'est des petites balayures d'épices sur le côté de l'assiette, mais vous n'êtes plus dans une cuisine alors, qui a le défaut souvent, qui avait le défaut d'être riche en crème et en beurre, par conséquent d'avoir des conséquences sur la corpulence des dégustateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut être un gourmet qui fréquente des 3 étoiles tous les jours et perdre 500 grammes par jour, puisqu'on peut ne manger que des légumes, sans beurre, sans rien. Tout ça est très très beau, mais c'est une cuisine qui, feuilletée dans les kiosques des magazines de cuisine, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein, et c'est une cuisine qui est beaucoup faite pour les photographes et pour le regard, pour la vue, où la porcelaine joue un très très grand rôle, plus que pour le plaisir d'ingérer quelque chose qui est synthétique. Et le vin ne peut jamais être ça. Vous n'aurez jamais de vin bobo. Vous pouvez faire des vins nature, tout ce qu'on veut, mais le vin est forcément synthétique. Il y a des milliers de molécules dans un verre de vin. Il y a de l'eau, 85%, entre 85 et 90%, de l'alcool,
le sucre du raisin transformé en alcool, et puis des milliers d'ingrédients qui donnent du parfum, qui donnent de la couleur, de la saveur, mais c'est pratiquement impossible de faire l'analyse intégrale des molécules qui sont contenues dans une goutte de vin. Et c'est forcément synthétique. Vous ne pouvez pas avoir les ingrédients les uns à côté des autres. Tandis que la cuisine d'aujourd'hui est une cuisine déstructurée, cuisine décomposée et déconstruite. C'est pour ça que je la compare au nouveau roman, à certaines formes d'expression picturale. Vous allez dans le musée Pompidou, vous allez au château de Versailles voir l'exposition Cachepour en ce moment. Vous avez, voilà, ça ressemble un peu à la cuisine, une certaine cuisine contemporaine. Ça, en Bourgogne, il n'y a pas ça. Il y a dans d'autres provinces, mais si vous, visiblement vous connaissez bien le sujet, mais si vous allez dans d'autres provinces, vous avez des cuisiniers qui font cette cuisine nouvelle, qui ont même été des inventeurs, mais ils sont hors des villes. C'est par exemple Michel Brasse à l'Aïole, ou un peu Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, vous en avez au fin fond du sud-ouest aussi, vous avez, mais dans des endroits improbables. Alors à Paris, il y en a, mais à Paris, toutes les modes sont possibles. À Paris, Paris a toujours été foisonnante sur le plan de la cuisine, donc c'est un lieu, comme toutes les grandes métropoles du monde, d'invention culturelle en matière artistique, donc il y en a pour tous les goûts, heureusement. Et d'ailleurs, cette cuisine, que là j'ai l'air de critiquer, que je critique, en fait, encore une fois, je vous le dis très clairement, moi ça ne me gêne pas. Et si ces cuisiniers qui font cette cuisine, non seulement ils trouvent du plaisir, mais gagnent leur vie, créent de l'emploi, tout, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Celui qui préfère aller manger des brimborions, manger deux petits pois, un brin de ciboulette et trois fleurettes cueillies au pôle Nord, c'est ça, c'est la cuisine à la danoise de Recipe ou de Adrian Ferrara en Espagne. Très bien, ça ne me gêne pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que la Bourgogne n'est pas un pôle de l'inventivité de ce point de vue-là. Encore que je crois que la Meulnoise, je regardais sur Internet, je ne suis pas allé depuis le départ à la retraite de Jacques la Meulnoise, est en train de gérer de ce point de vue-là. Mais enfin, c'est un vaste sujet. Oh, pardon, j'étais trop long, mais la question était immense. J'avais une question. Je vous ai senti quand même plus bourguignon qu'armagnac. J'ai bien senti que vous repreniez le slogan très à la mode, vous aimez franchement et sans compter la Bourgogne. Et finalement, quand on lit bien votre dictionnaire, il y a quand même, alors je n'ai pas fait le décompte comme ma collègue en pourcentage, mais il y a quand même beaucoup d'entrées sur la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Il y en a très peu sur la Nièvre, mais vous allez expliquer aussi un peu pourquoi. Et donc j'ai l'impression un petit peu que votre Bourgogne, votre cas même, est orienté. Alors j'aimerais... Orienté, ça veut dire l'Est, hein, ça veut dire l'Orient, mais c'est l'Est, la Bourgogne, la Saône-et-Loire et la Côte d'Or. Donc, j'aimerais savoir quelle est la Bourgogne du géographe, si c'est la Bourgogne la plus grande historiquement, jusqu'à Amsterdam, ou si c'est la Bourgogne restreinte, petite région administrative, ou si, effectivement, c'est la région entre guillemets des grands vins de Bourgogne, même si on peut avoir de la tendresse pour le chapitre. Oui, je vous remercie. En tout cas, la conséquence, c'est que je suis allé, parce qu'on m'a demandé d'aller dans diverses librairies, divers salons du livre depuis le mois de mai, je suis allé il y a 2 mois à Nevers, et curieusement, ça n'intéressait pas grand monde. Il y a des endroits où je suis allé signer, le libraire n'avait pas prévu assez de livres. Tout le monde le voulait. Mais c'était à Dijon, c'était à Beaune, c'était au Bougeot. À Nevers, parce que les gens ne se sentent pas bourguignons. C'est pas parce que je parle pas beaucoup, ils ne savaient pas, parce que les gens n'avaient pas lu, mais c'est parce que le mot Bourgogne ne fait pas fantasmer les gens de Nevers. En fait, on aurait, mais comme la réforme actuelle n'a pas voulu toucher, elle a regroupé certaines régions et pas d'autres, mais elle n'a pas pris des départements pour les mettre dans une autre région. Par exemple, on aurait pu mettre la Loire-Atlantique en Bretagne, ce qui aurait créé un petit conflit entre les Rennais et puisque les Nantais se disent capitale de la Bretagne, vous savez. Et on aurait pu pris la Nièvre, on l'aurait ajouté au centre et on aurait appelé ça Val-de-Loire, hein, cette région Val-de-Loire. Je pense que les Nivernais auraient été contents. Parce qu'ils se sentent plus du Val-de-Loire, sauf peut-être un tout petit peu du côté du Morvan, et encore les Morvandiaux, d'abord il n'y en a plus beaucoup, il n'y a personne dans le Morvan,
circuler des kilomètres et des kilomètres sans voir un chat. Puis je raconte quand même, Château-Chinon, c'est quand même destroy. Hein. Vous êtes dans un endroit improbable. Vous savez, c'est ces villages dans les westerns, vous voyez vraiment des villages du Far West abandonnés, complètement après l'arrivée vers l'or. Donc là, depuis la mort de François Mitterrand, Château-Chinon, alors il reste la fontaine de liquide Saint-Pal, le musée des cadeaux du président, n'y allez pas comme moi, un jour de pluie, de brouillard, parce que c'est quand même sinistre, avec le tapis de coco élimé par terre, etc. L'hôtel du Vieux-Morvan, où François Mitterrand logeait, comme vous le savez, où il a appris la nouvelle de son élection en 1981. J'y ai passé une nuit volontairement, je voulais absolument, c'est l'expérience la plus sinistre que j'ai pu vivre. En plus, j'ai très très mal mangé. Donc c'était vraiment... Cette ville est plein de boutiques fermées. Voilà, à 6 h du soir, 7 h, tout est vide. Et sur la place principale, qui pourrait être belle si elle était restaurée, sur la place principale, le seul restaurant ouvert en dehors du Vieux-Morvan s'appelait Babylone, c'était un kebab. Voilà. Et à côté de Château-Chinon, il y a une immense, à 2 km, une immense école islamiste qui pose quelques problèmes. Il y a des gens qui viennent de partout pour étudier le Coran, mais d'une certaine manière, et un peu inquiétant. Donc la Nièvre, c'est vrai, alors n'est pas beaucoup traité, il y a quand même bien sûr un chapitre de verre, il y a un certain nombre d'entrées, il y a naturellement le vin de Pouilly-sur-Loire, mais le vin de Pouilly-sur-Loire que j'aime beaucoup, n'est pas pour moi, il est produit en Bourgogne, mais c'est pas un vin de Bourgogne, c'est un vin de Loire. Il faut le comparer au Sancerre, comparer les vertus du Sancerre, cépage Sauvignon, et du Pouilly-sur-Loire, cépage Sauvignon aussi, ça c'est vraiment intéressant. Mais comparer un Pouilly-sur-Loire avec un Chablis ou avec un Chassagne-Montrachet, ça n'a pas de sens. Parce qu'on est dans des cépages totalement différents, des mondes et des univers vineux, des cultures œnologiques complètement différentes. Et puis en fait, il y a beaucoup moins dans la Nièvre aujourd'hui de grands monuments, de grands personnages dans l'histoire. Voilà, c'est un département, il y en a un certain nombre d'autres en France, sur lesquels on a moins de choses à dire que les départements dont le chef-lieu a été capitale d'un grand État au cours d'une certaine période, c'est-à-dire la Côte d'Or, c'est Dijon, et la Côte d'Or est une richesse incroyable, sur le plan alors artistique et sur le plan culturel, à cause de Cluny, à cause de Cîteaux, à cause des ducs de Bourgogne. C'est les trois facteurs qui font qu'il y a un patrimoine architectural, vous avez des monuments historiques tous les kilomètres. Alors partout, ce qui est une caractéristique, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est partout en France, il y a une richesse incroyable de châteaux. Pratiquement, il y a un château par commune en Bourgogne, mais c'est vrai de toute la France. En Périgord, regardez les grands magazines, vous regardez l'Express, Le Point, le Nouvel Obs, le Figaro Magazine, etc. À la fin, vous avez plein de, dans le Nouvel Obs particulièrement, ce qui est plutôt curieux, mais c'est comme ça, plein de maisons à vendre, et il y a beaucoup de châteaux. Et vous regardez que pour moins d'1 million d'euros, c'est-à-dire le prix d'un appartement à Paris, pour moins d'1 million d'euros, vous avez des châteaux à vendre partout en France. Alors ils sont sans doute un peu en ruine à l'intérieur, les familles n'ont plus les moyens de les entretenir, mais il y a un nombre de châteaux incalculable à vendre en France, et puis ça tourne vite, parce que les gens disent « Ah ben c'est vachement bien », puis surtout s'ils visitent ça au mois de juin, où il fait beau, etc., quand ils arrivent au mois de novembre, que c'est pas chauffé, c'est beaucoup plus difficile, on trouve moins de charme aux vieilles pierres. Donc ça change assez souvent de main, il y a des étrangers qui achètent, alors il y a eu beaucoup d'anglais, mais avec la baisse des retraites, etc., les anglais revendent, comme toutes les maisons qu'ils ont achetées dans l'ouest de la France. Donc ça c'est un phénomène vraiment intéressant qui n'a pas été très étudié, c'est un beau sujet de thèse, l'aller-retour des anglais retraités, qui sont venus en France parce que les maisons étaient beaucoup moins chères qu'en Angleterre, et puis ils sont repartis quand leurs retraites ont baissé, qu'ils se sont aperçus aussi que c'est dur à entretenir, difficile de trouver un artisan, quand vous avez une fuite. Dans un certain temps, on trouvait un plombier, donc c'est pas au Japon, hein, surtout dans les campagnes profondes. Donc les châteaux, dans la Nièvre, il y en a d'absolument merveilleux, il y en a partout, il y a des églises aussi assez belles, mais comme dans toute la France. Donc c'est pas quelque chose qui marque la Nièvre particulièrement par rapport, alors on peut faire la liste de tous les châteaux, mais même si vous regardez le guide vert Michelin de la Bourgogne, je ne sais pas combien de pages sont consacrées. Le département a la même taille que les autres, hein, c'est aussi grand que les 3 autres départements de la Bourgogne, mais il y a beaucoup moins de pages sur la Nièvre, donc je le regrette, vous êtes Nivernais peut-être. Ah bon, j'essayais de trouver une explication, mais c'est vrai, c'est peut-être injuste. Lyon, il y a, dans l'ordre, je dirais que
vous avez sans doute raison, dans l'ordre, bon, la Côte d'Or a beaucoup plus d'entrées, il y a beaucoup plus de richesse, les grands vins sont en Côte d'Or, aussi les plus grands vins, en dehors de Chablis. Donc dans l'ordre, ça va être Lyon, effectivement. Non, c'est la Côte d'Or, Lyon et la Saône-et-Loire à peu près à égalité, et le parent pauvre, c'est incontestablement la Nièvre, et je m'en excuse auprès des Nivernais qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors, si vous aimez la cuisine, il y a plein de recettes qui sont faciles à exécuter. Et faire des ormerettes, c'est pas rien. Donc, nous allons clore la conférence maintenant, et donc la fois prochaine, nous aurons M. Frédéric Caverinos, qui est donc directeur des Vedettes de Paris, qui viendra nous expliquer le tourisme fluvial à Paris, l'intérêt du tourisme fluvial. C'est un monsieur que vous avez vu à la télé d'ailleurs au moment des attentats à Paris, puisqu'il a beaucoup parlé sur les pertes de chiffre d'affaires. Et c'est aussi chez lui qu'aura lieu la remise des diplômes. Donc peut-être la vôtre d'ailleurs cette année. Mais en tout cas cette année elle aura lieu au Vedettes de Paris. Voilà. Merci.